Bonsoir, bienvenue à Chaudron Digital Lausanne pour un épisode un peu particulier de Mauvaise Langue, puisque cette semaine, assis dans le magnifique fauteuil de l'invité, trône le non moins magnifique Yann Marguet. Eh oui, Franck! Cette semaine, on va parler d'un concours de chansons auquel on comprend pas grand-chose, d'une initiative à laquelle on comprend pas grand-chose, et d'un conflit auquel on comprend pas grand-chose. Émission spéciale, on est un peu con. C'est parti! Le 10 juin prochain, les Suisses voteront sur l'initiative Monnaie pleine, ce qui veut dire qu'il nous reste à peu près 22 jours pour la comprendre, et c'est pas gagné. Il y a plein de vidéos et de schémas qui l'expliquent, mais le problème c'est que souvent ça ressemble à ça ou à ça. La BNS s'occupera essentiellement des grandeurs, je dirais, macroéconomiques. C'est-à-dire qu'elle aura des objectifs en termes de progression du PNB nominal, et en fonction de ça, et en fonction de l'état de la conjoncture, elle injectera de la monnaie. Ah, super, ça me rappelle mes souvenirs des cours de macroéconomie, et rien que pour ça, j'en veux aux initiants. Ouais, moi, ça me rappelle aussi mes cours de droit, parce que en fait, j'ai fait droit, parce que j'ai fait l'Uni aussi comme toi, et puis j'ai un master, et puis après j'ai fait un doctorat, puis c'était quand même assez complexe. Et puis ouais, j'en veux, somme toute, pas mal aux initiants, quoi. Je comprends. Puis dans Monnaie pleine, le truc que moi je pensais avoir compris, c'était en tout cas monnaie. Mais en fait, non, d'après l'économiste Sergio Rossi, presque personne sait ce que c'est. On est très peu à savoir qu'est-ce que la monnaie. On est 4 ou 5 au monde. Mais je crois que ça suffit pour faire démarrer... Vous êtes sérieux quand vous dites on est 4 ou 5 au monde? Oui. Ils sont 4 à savoir ce que c'est la monnaie. Il y a Sergio Rossi et les 3 chanteurs de Negmaron. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'on ne peut rien y faire. Mais avant, ils étaient plus. Et vous pensez être un des 4? Bon, il y en avait une dizaine, mais la moitié sont décédés. Du coup, j'ai vraiment pas envie d'en apprendre plus sur la monnaie, parce qu'apparemment, dès que tu sais ce que c'est, on te tue. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a plus vu les Negmarons. Non, c'est dur de rendre des concepts économiques sexy. Dans le Big Short, un film sur la crise et subprime, ils expliquaient ça avec Margot Robbie dans un bain moussant pour être sûr d'avoir notre attention. Malheureusement, Margot Robbie n'a pas répondu à nos appels, mais on a mieux pour nous expliquer Monnaie pleine, le chouchou de la Suisse romande, Yann Marguet. Monnaie pleine, c'est quoi? Définition. Jusqu'à maintenant, 10% de la monnaie en Suisse, c'est les billets et les pièces qui font descendre ton futal quand tu cours pour attraper le bus. Les 90% restants, c'est les banques qui la créent. Comme elles savent qu'on va pas tous venir chercher notre argent au même moment, déjà parce qu'ils sont ouverts que de 15h à 15h30 le mardi après-midi, et c'est pratique pour personne. Ils utilisent l'argent qu'on leur confie pour financer des prêts, des hypothèques, des investissements. Et ils peuvent prêter plusieurs fois le même franc, ce qui fait que ça augmente le nombre de francs en circulation. Si l'initiative passe le 10 juin, ce sera plus possible. Les banques devront garder dans leur coffre tout l'argent de nos comptes. C'est la Banque nationale suisse qui sera chargée d'octroyer des prêts et de créer la monnaie. Selon les initiants, Monnaie pleine devrait plaire à tout le monde. Tout le monde profitera de la monnaie pleine. Les clients des banques, l'économie réelle, la Confédération, les cantons, les contribuables et l'activité bancaire traditionnelle. C'est incroyable. Monnaie pleine, c'est la cocaïne sans les effets secondaires, quoi. Tout le monde adore ça. Ouais, moi j'hésitais à fond, mais ils ont mis un smiley jaune dégueu et un vu vert, donc ça m'a vachement convaincu. Le smiley et le vu, ça n'a pas convaincu les parlementaires. Au national, il y a eu 169 non et 9 oui. Et aux États, il y a eu 42 non et 0 oui. Le même bilan que Yannick Butet en boîte de nuit à Berne. Cette initiative fout les boules à tous les politiciens, y compris à Uli Maurer. Et le risque à la fin pour les petits Suisses et Suisses, ça c'est trop grand pour nous. Oui, déjà, il galère pour tenir sa compta, mais il vient sans gêne donner des avis d'experts sur des schémas macroéconomiques compliqués. Du côté des initiants, on a sorti des gros moyens pour le spot de campagne. Ils ont réussi à avoir l'équipe qui a fait et doublé les pubs Fust et Mediamarkt. Grand-papa? Est-ce que c'est là que tu caches ton argent? Ne va pas le crier sur les toits. Ils sont super bien cachés, les billets, en tout cas. On les voit presque pas. Puis le message, c'est quoi? Si vous avez un grand-père sénile qui fout des billets sous son matelas, parlez-lui de Monnaie pleine. Cette initiative s'adresse donc à ceux qui vont faire leur paiement à la poste avec leur matelas. Mais heureusement, elle va réussir à convaincre son grand-père. Pourquoi tu le mets pas à la banque? À la banque? Beaucoup trop risqué. Si les banques sautent,
Tout mon argent est fichu. Passer l'initiative Monnaie Pleine est acceptée. Nos comptes en banque deviendront absolument sûrs. Donc en une phrase, elle arrive à retourner 65 ans de méfiance envers les institutions. En fait, la petite, c'est un Jedi. Je n'aime pas les banques depuis 65 ans. Pas avec Monnaie Pleine. Tu m'as convaincu. C'est super. Et le spot se termine même dans le futur avec un aperçu de ce que serait la vie après Monnaie Pleine. Maintenant que ton argent est à la banque, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Sans matelas. Ne crains rien, j'irai t'en acheter un nouveau. Déjà, ils ont pas mis de drap sur le matelas alors qu'on est en 2020, c'est dégueulasse. Et pourquoi ils doivent le changer maintenant qu'il n'y a plus de fric dessous? C'est le lobby des matelas qui est derrière tout ça. Ouais, peut-être que dans l'intervalle, c'est peut-être juste le vieux qui a simplement pissé dessus pendant la nuit. Peut-être, Yann. En tout cas, quasi tous les experts sont d'accord pour dire que le système actuel est imparfait et qu'il faut changer quelque chose, mais surtout pas nous en premier. Parce qu'en termes d'innovation sociale en Suisse, on aime bien voir d'abord ce que ça donne dans les autres pays, puis après on attend encore 30 ans, puis on le fait ici. On est un peu des empereurs romains avec des goûteurs partout autour de nous. Et surtout, si on est les seuls à changer cette loi, ça pourrait nuire compétitivement à nos banques sur le plan international. Et en Suisse, il n'est surtout pas question de faire perdre de l'argent aux banques, parce qu'elles se débrouillent très bien toutes seules. Un élément clé du système actuel, c'est que contrairement au grand-père et son matelas, la population doit faire confiance aux banques, et c'est facile, parce que quand est-ce que les banques ont trahi notre confiance, à part là, ou là, ou là, ou encore là. Mais ils nous disent c'est bon, on a appris de nos erreurs, c'était en 2007, oui bon, ça c'était en 2011, on était jeunes et innocents, et vous allez pas remettre 2014 sur le tapis, franchement, bande de rancuniers. Ça fait au moins 2 semaines, il s'est passé tellement de choses depuis. Une chose est sûre, que Monnaie Pleine passe ou pas, si on continue à poser les bonnes questions, un jour peut-être les politiciens auront une réponse autre que... Et le risque à la fin pour les petits Suisses et Suisses, ça c'est trop grand pour nous. Merci Uli. Il revient de Lisbonne et du concours de l'Eurovision de la chanson. Merci d'accueillir notre expert Blaise Berzinger. Bonsoir Blaise, vous étiez au stade pour assister à la finale du concours. Non. Parlons de la performance de la Suisse à l'Eurovision. Mardi passé, lors de la demi-f, le duo de frères et sœurs Ziebs nous interprétait une chanson tellement ch'to-fifre. Extrait pas très bien choisi. Oh, ça c'est vraiment super. Une performance que Jean-Marc Richard a surkiffé. Waouh, on est fiers d'être Suisse ce soir. Bravo, franchement. Ouais, vraiment, elle a assuré de manière incroyable, et c'est ce que disent tous les spécialistes et tous les experts. Ouais, tous les experts sans exception. La chanson est finie depuis 2 secondes, mais j'ai eu le temps de tous les appeler. Jean-Marc Richard est ultra confiant. Grosse performance de la Suisse. Bon, puis cette finale alors. Alors, sans la Suisse, éliminée déjà. Et comme mon body language semble vous le montrer en ce moment, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette finale. Je me suis donc amusé à vous ramener un petit best-of de la soirée. Alors, comme vous l'avez certainement compris, le morceau de la France s'appelait Merci. Du coup, on a vu une bonne vanne dans le public. Attention, bonne vanne. Et les Danois nous ont proposé Viking Man et ses Ragnaret cherchent les clés du Drakkar. C'était super, ils m'ont fait un peu peur. Vous allez nous faire plein d'amis, Blaise. Oh, ça, je m'en lustre complètement le plafonnier. Autre pays dont la performance va vous réjouir de par vos origines, ma petite Visance, la Slovénie. J'ai pas d'origine slovène. Moi non plus, justement, et je trouve ça réjouissant. La chanteuse slovène, donc, Léa Sirk, a proposé à tout un stade d'entonner à l'unisson un hymne pour les personnes qui naissent avec 3 nénés. Attention. 3 nénés. Wouh. 3 nénés, tout le monde. 3 nés aussi. De nouveau 3 nénés. Yeah. La personne dont elle cause a vraisemblablement pris cher à la naissance. Moi, ça m'a touché. J'ai voté pour ce drame émouvant dont on ne parle pas assez à la télévision. Merci pour ce tour d'horizon. Et comment était l'ambiance? Vous étiez à Lisbonne, dans la ville? Alors, justement, nous sommes en duplex avec notre reporter Blaise Berzinger. Blaise, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Comment vous vivez cette effervescence autour de ce grand événement?
Eh bien, depuis mon arrivée ici dans la capitale portugaise, force est de constater que je m'en cure totalement, le magnésium. Merci pour ces précisions. Non. Voilà Thomas, l'Eurovision c'était passablement pas terrible. Au final, le meilleur morceau du concours, je pense que c'était celui-ci. Donc le générique, quoi. Ouais. Merci Blaise. Bon, la Suisse devra faire mieux l'année prochaine. Et ça tombe bien puisque exclusivement dans Mauvaise Langue, on vous dévoile le candidat helvétique de l'année prochaine. Le duo Argovien-Zips n'a malheureusement pas atteint la finale de l'Eurovision. C'est l'occasion de se remettre en question. La Suisse a donc choisi son candidat pour l'édition prochaine. C'est dans un hôtel situé pas du tout en plein cœur de Lisbonne que nous l'avons rencontré. Enchanté, Jean-Marc. Enchanté, Cynthia. Merci Cynthia d'avoir fait le voyage jusqu'à Lisbonne. J'avais une matinée de libre dans ma semaine, donc je me suis dit, allez quoi. Oui, sauf que ça va vous prendre un petit peu plus de temps quand même pour retourner. Hein. Ah. Cynthia ne s'étant pas rendu compte du temps de trajet entre la Suisse et le Portugal, il a dû passer quelques téléphones avant de pouvoir reprendre l'interview. Non, mais je pourrais pas être à l'heure pour le rendez-vous d'euthanasie de mon zèbre. Non, parce qu'en fait, je suis là, j'ai un... Ouais. SL65, c'est donc le nom de son projet musical qui se démarque des autres groupes par l'utilisation d'un instrument assez particulier. En fait, il réalise un effet ventouse avec la paume de sa main au creux de son aisselle. Cynthia parvient donc à produire un son tout à fait étonnant. On dit souvent, voilà, les garçons, ils séduisent avec les guitares, les filles. Moi c'est poétique, quoi. On va écouter un extrait avec plaisir de cette chanson qui va représenter la Suisse lors de l'édition 2019 du concours Eurovision de la chanson avec Cynthia. Oh Jojo, je ne veux pas te t'anasier, toi mon zèbre domestique, parce que je t'aime. Allez, je sens qu'on va gagner. C'est sa première sur le plateau de Mauvaise Langue. On est très heureux d'accueillir Marina Rollman. Bonsoir Marina. Hier, c'était la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Oui, et donc je voulais vous parler d'enculé. Voilà. Pardon ? L'insulte, enculé, faut qu'on arrête de le dire. Pourquoi ? Mais tu t'es déjà fait sodomiser, Thomas ? Non, mais la soirée est encore longue. Eh ben, tu devrais. C'est très beau, la sodomie, Thomas. C'est super entre deux êtres consentants. À la limite, si on voulait impérativement insulter des gens dont on suppose qu'ils pratiquent le sexe anal, on pourrait dire ton hygiène générale laisse à penser que c'est probablement désagréable de performer sur toi un anulingus, par exemple. Mais bon, ça devient long à dire si t'es en voiture et que tu te fais couper une priorité. Hein. C'est pas pratique, quoi. J'imagine qu'il y a deux insultes qu'il faut éliminer. Alors oui, il y en a plein. Il y a plein d'insultes gratuites qui sont liées à l'anatomie féminine, par exemple. Un con, c'est un vagin. Connard, c'est un vagin. Con comme une bite, là, si on s'arrête 2 secondes dessus, c'est intéressant. C'est un peu métaphysique. Tu vois, con comme une bite, littéralement, con comme une bite, c'est vagin comme un pénis. C'est un peu la question de la poule ou de l'œuf, tu vois, ça fait tourner la tête un peu, si tu penses. Et pute, alors ? Mais t'as déjà été pute, Thomas ? Non. Bah, sur Internet, parfois, on me traite de petite salope gauchiasse esclave du système, mais... Oh, mais moi aussi ! Oh, mais c'est trop chou. BFF. Non, mais en vrai, finalement, les travailleuses et les travailleurs du sexe, c'est un peu les premiers auto-entrepreneurs, si on y réfléchit. Tu vois, maintenant, n'importe quel demeuré, il peut monter sa start-up. On les entend tous les jours, là, les débiles qui ont l'impression d'avoir changé le monde en te racontant des trucs genre... Ouais, j'avais vraiment envie de prendre des risques, alors j'ai tout quitté, et depuis mon 120 mètres carrés payé par l'héritage de ma mamie, je me suis mis à bosser comme un dingue, et grâce au comptable de papa, j'ai monté un business plan béton, et grâce à tout ce boulot, j'ai réussi à emprunter 500 000 francs à mon oncle, et grâce à tout ça, j'ai réussi à monter ma start-up, dont j'avais volé l'idée à une autre boîte qui existait déjà à Taïwan. Bref, je suis hyper fière d'être indépendant, quoi. C'est de la merde. Non, venir d'un autre pays, pas parler la langue et sucer des bites pour offrir une vie différente à ses gosses, ça c'est des héros, tu vois. Ça c'est des vrais auto-entrepreneurs. Moi je dis faut changer la signification de pute. Travailler d'arrache-pied, c'est travailler comme une pute. Prendre le risque de se faire humilier ou maltraiter pour donner du plaisir aux gens, ça c'est faire la pute. Moi je dis on devrait tous aspirer à avoir l'éthique d'une pute. Bon, mais on peut plus jurer du tout. Mais bien sûr, mais il faut juste être créatif. Moi par exemple, j'aime bien tout ce qui est mange-merde. Bon, ça me fait toujours sourire. On s'excuse juste pour les spectateurs scatophiles. Oui, bien sûr. Sinon, il y a
aussi les insultes sous forme d'invitation. Tu sais, va te pisser sur les doigts, par exemple, ou va te faire cuire le cul. Bon, moi j'aime bien. Sac à vomi, ça j'aime bien, ça me fait penser à l'avion. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est tous en train de faire un petit voyage avec la personne que j'insulte, et elle est là, devant mon siège, le petit sac à vomi, voilà. C'est très imagé. Oui, c'est de mon côté. Trou du cul, ça c'est très beau parce qu'il y a un côté dénominateur commun. C'est très démocratique. Hein. Ça touche tout le monde et ça n'isole personne. Enfin, peut-être à part les gens qui ne possèdent pas d'anus. Hein, mais est-ce que vraiment Albert de Monaco nous regarde? Je ne crois pas. Et enfin, très sobre, qui va avec tout en toutes circonstances. C'est un peu la petite robe noire de l'insulte, imbécile. Ah bon? Ah mais bien sûr. Ça peut te briser quelqu'un, imbécile, si tu le dis bien. Imbécile. Tu vois? Son petit effet. Vous venez de briser des spectateurs. Ah ben je le sais, oui. Voilà. Bref, pour vous quitter, moi je voulais dire à tous les enculés et les enculeurs, protégez-vous. Et à toutes les putes, bravo et merci, quoi. Mesdames et messieurs, Marina Rollman. Merci. Le festival de Cannes se termine demain. Charles Nouveau nous explique ce que c'est en dessin. Si je vous dis mois de mai sur la plage avec des vedettes, votre nièce pense peut-être les Marseillais en Australie. Mais vous pensez forcément Festival de Cannes, la véritable Mecque du cinéma. Oui, sauf qu'à Cannes, on n'entend pas trop... Cannes, c'est plutôt... Et surtout beaucoup de... Parce que pour de nombreuses personnes, ce qu'il ne faut surtout pas manquer à Cannes, c'est pas forcément les films. Tout ça, vous le savez, se passe durant la fameuse montée des marches, durant laquelle, cette année, les selfies sont interdits, puisque jugés pas assez élégants. Ce qui explique aussi pourquoi Thomas Wiesel n'a pas été invité. Et en général, c'est quand on est dans le trou des autres qu'on est heureux. Une fois en haut des marches, on demande aux gens s'ils veulent voir le film projeté ce jour-là. Et là, les gens en général disent non. Et ils redescendent. En fait, le tapis rouge, c'est l'inverse d'une piste bleue. Et cette année, sur la piste, figurent notamment Kate Blanchett, Denis Villeneuve, Kirsten Stewart et Léa Seydoux, membres du jury. En compétition, on retrouve entre autres Gaspard Noé, Romain Gavras, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Spike Lee et Jean-Luc Godard. Hors compétition, il y a Lars von Trier, Ron Howard et Terry Gilliam. Et un prix sera décerné à Martin Scorsese. Oui, il y a tout le gratin. Quant au rôle de maître de cérémonie, soit celui qui doit divertir toutes ces personnes, acteurs, réalisateurs, producteurs, professionnels du cinéma, en plus de tous les téléspectateurs qui suivent l'événement, beaucoup diraient que c'est une situation compliquée. Raison pour laquelle elle fut confiée à Édouard Baird. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Parmi ceux qu'on ne verra pas cette année au festival, on pense évidemment à Harvey Weinstein, longtemps surnommé The Pig, sur la croisette. Puisqu'il avait coutume d'y organiser des soirées partous et cocaïne, un concept à des années-lumière des soirées Houmous Lausanne Sport chez Blaise Bersinger. Et cette année, pour entamer cette nouvelle ère post-MeToo, 82 femmes ont gravi les marches du festival en se donnant la main pour symboliser les 82 réalisatrices en compétition depuis le début de l'histoire du festival. C'est 20 fois moins que le nombre d'hommes à avoir déjà été sélectionnés en compétition. Un ratio pas terrible, et c'est pas The Pig qui nous dirait le contraire. Comme quoi, grimper un escalier en moquette malgré le port de talons aiguilles fortement encouragé par le festival, c'est pas encore l'obstacle le plus difficile à surmonter pour une femme dans le cinéma. La grande marche du retour, ce n'est pas le dernier Star Wars présenté au Festival de Cannes, c'est les manifestations qui ont lieu depuis le 30 mars dans la bande de Gaza. Ouh, fais gaffe, tu vas fâcher des gens là. C'est un peu touchy, mais c'est l'actu, Yann. Ah oui, mais c'est pas le dernier Star Wars qui a été présenté au Festival de Cannes, c'est un spin-off. L'épisode 9, il sort en 2019, quoi. Ok, moi je crois que vous allez faire un commentaire sur le conflit israélo-palestinien. Non, mais moi jamais j'oserais, j'ai pas ton nom de famille, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plaisir d'être soutenu. Les Palestiniens tentent en fait de traverser la clôture de sécurité et pour ce faire, ils brûlent des pneus pour boucher la vue des snipers et ils ont des lance-pierres. Et en face, les Israéliens, ils ont la 3e armée du monde. Le combat est aussi équitable qu'un bras de fer entre The Rock et Jamel Debbouze. Les deux camps dénoncent la violence de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a de la violence des deux côtés. Du côté palestinien, il y a 106 morts et plus de 10 000 blessés. Et du côté israélien, bon, il n'y a pas de morts ni de blessés, mais il y a un soldat qui a eu un caillou dans la chaussure, ça fait super mal. Et puis un pneu qui brûle, ça pue. L'ambassadrice d'Israël en Belgique, Simona Frankel, a qualifié les victimes de terroristes. Je regrette beaucoup pour chaque être humain qui est décédé.
n'importe quelle nationalité, même s'ils sont des terroristes, 55 terroristes. 55 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne sont des terroristes? Ils sont tous, et... Il y avait 8 enfants, dont un bébé. Voilà, c'est tous des terroristes, même les enfants. Mais c'est comme les bébés nageurs. Plus tu commences tôt, meilleure tête. Tu vois, faut un peu les pousser au début, puis après ils se débrouillent comme des chefs. T'as vers 5-6 ans, ils savent tenir un fusil, puis il faut les voir à 14 ans, alors ils sont morts. Voilà. C'est un peu ça l'argument d'Israël qui dit que c'est le Hamas qui pousse les Palestiniens à manifester vers les barrières et à utiliser les femmes et les enfants comme boucliers humains parce qu'ils ont compris que ça fait des gros titres et décrédibilise Israël. Ou Hamas, c'est un peu des gros fans de Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Et pour le gouvernement israélien, ces Palestiniens qui meurent, ça pète l'ambiance. En parlant d'un concert pour célébrer la victoire d'Israël à l'Eurovision, le ministre Avigdor Lieberman a regretté la différence entre la culture de la vie israélienne et la culture de la mort du Hamas à Gaza. Vous avez compris? Arrêtez de mourir, enfin. Il faut danser. Et comme dans Lucky Luke, pour faire danser les gens, on leur tire dessus. Puis, franchement, vous l'avez entendu, la chanson israélienne de l'Eurovision? Non. C'est aussi un peu un crime contre l'humanité. Du côté de l'opinion internationale, on essaye de ne pas se fâcher avec le puissant allié israélien, mais tout le monde est inquiet. Même la Russie a demandé de calmer le jeu. Quand Vladimir Poutine te dit que t'es allé un peu loin, c'est mauvais signe. C'est comme si Lady Gaga venait te dire que ta tenue était un peu too much. Il y a quand même une puissance qui soutient Israël les yeux fermés, et ça tombe bien parce que sur chaque photo, on dirait qu'ils ont les yeux fermés, c'est les États-Unis de Trump. Au moment où le représentant palestinien est sur le point de prendre la parole à l'ONU, l'ambassadrice américaine, on la voit là, s'en va. Voilà. C'est l'équivalent politique de se boucher les oreilles en hurlant « Bla 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 par la maman parce que ma tête est occupée à soutenir des massacres au Proche-Orient !» Mais Trump a intérêt à soutenir Israël parce que c'est un peu lui qui a mis l'huile sur le feu en déplaçant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, un déménagement qui a tellement plu là-bas que le club de foot Beitar Jérusalem s'est renommé Beitar Trump Jérusalem. Et en hommage, les joueurs vont adopter une technique de marquage à la culotte. D'ailleurs, sa fille s'est rendue sur place. Embrassade à l'ambassade à Jérusalem, les images des accolades entre la fille de Donald Trump, son mari Jared Kushner et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou jurent avec les scènes de guerre dans la bande de Gaza à quelques kilomètres de l'inauguration controversée de l'ambassade américaine. Et Ivanka porte un magnifique tailleur Chanel. Ah, et j'aperçois également Ahmed qui porte quant à lui sa propre jambe dans ses mains. Ivanka a déclaré, comme Papa Donald sur Twitter, que c'était un grand jour pour Israël. Et Tchernobyl, c'était un grand jour pour l'industrie nucléaire. On espère qu'il n'y a pas eu de sang sur les petits fours. Et tandis que Israël et la Palestine élisent des représentants de plus en plus belliqueux et hostiles, il n'y a pas d'issue en vue, les épisodes se suivent et se ressemblent. C'est comme Top Model, sauf que dans ce cas-là, les morts reviennent pas quelques épisodes plus tard. Par contre, le scénario bouge pas. La preuve, c'est que cette vidéo qu'on a écrite en 2014 avec Christian Denizard et Nathanaël Rocha est toujours parfaitement d'actualité. Et tu veux jouer à un jeu? Ouais, c'est quoi? C'est le Monopoly palestinien. Connais pas. Bah c'est facile, je vais t'apprendre. Alors, on partage les cartes de territoire équitablement. 15 pour moi, 2 pour toi. Mais j'ai pas envie de jouer. T'as plus le choix, là. Non. Allez, 8. Je vais construire sur ces terrains à Jérusalem-Est. Mais t'as pas le droit de construire, c'est pas tes terrains. Ah ouais, excuse, mais bon, désolé, trop tard, j'ai déjà construit, voilà. Ah bon. À moi. 3. Prends une carte chance. L'ONU passe une résolution, vous récupérez 4 territoires et retirez une carte. Ah mince. Je retire, pas de chance, les États-Unis opposent leur veto, rendez 8 territoires. Ouf, à moi. Double 6, usine électrique, j'achète. Maintenant je peux faire chier Gaza en coupant le courant. Bon, à moi. 2, Naplouse, j'achète, je construis un petit hameau. Bien, à moi. Mais tu lances pas les dés? Pas besoin, 12. Je rase ton hameau au bulldozer pour construire une colonie de 17 maisons. Mais t'as pas le droit, c'est écrit dans les règles. On s'en fout des règles. Allez, 7, je passe par le start et touche 4 millions de dollars. Mais c'est 2000 shekels normalement. Ouais, pour toi. Bon, à moi. 7, 1, 2... Mais putain, c'est quoi ce mur? Bah, tu peux pas aller plus loin. Mais j'ai aucune chance, ça finit quand ce jeu? Jamais. Et on espère qu'on pourra pas la rediffuser dans 4 ans. C'était Mauvaise Langue pour cette semaine. Merci Yann. Et pour voir Marguet sur scène et le reste de l'équipe, c'est le 9 juin à Beaulieu. Nous, on se voit vendredi prochain. Venez à l'enregistrement. Inscription sur mauvaiselangue.ch. Bonne semaine à tous. Au revoir.